La morsure du vent d'hiver, dehors, n'était rien comparé à la glace absolue dans les yeux de ma mère. J'ai regardé, pétrifié d'horreur, sa main frapper la joue de ma femme. Le claquement sec a résonné dans la salle à manger, réduisant instantanément au silence la musique de Noël qui jouait en fond sonore. Ma mère se tenait au-dessus d'elle, pointant un doigt tremblant vers la porte d'entrée. « Tu n'es qu'une ordure indésirable. Sors de ma maison. » Ma femme n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste regardé. Avez-vous déjà vu la personne que vous aimez le plus se faire humilier, simplement pour protéger l'illusion d'une famille parfaite? Moi, oui. Et il a fallu que ma fille de 11 ans me fasse enfin réaliser quel lâche j'étais. Ce soir-là, je pensais me rendre à un dîner de famille normal. En réalité, j'entrais dans une zone de guerre que je finançais depuis une décennie. Mais pour comprendre comment une mère peut frapper sa propre belle-fille la veille de Noël, vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là. Il faisait un froid glacial cette nuit-là en Ohio. Le genre de froid qui transperce votre manteau et vous fait mal aux poumons à chaque respiration. Je conduisais ma vieille camionnette de travail cabossée, naviguant sur les routes verglacées. À côté de moi, ma femme Clara tenait délicatement un sac en papier brun, en lissant les plis. Elle avait passé les 3 dernières semaines à notre table de cuisine avec notre fille, Hazel, à fabriquer des décorations en bois faites à la main pour tout le monde. Clara avait grandi dans un parc de mobil-homes en périphérie de la ville. Elle n'avait pas d'argent, mais elle avait un cœur si grand que je me sentais parfois indigne d'elle. J'ai grandi de l'autre côté de la ville, dans un quartier où les apparences comptaient plus que tout. Ma mère, Stella, avait grandi dans la pauvreté, mais s'était mariée avec un homme un peu aisé, et elle a passé le reste de sa vie terrifiée à l'idée que quelqu'un puisse découvrir ses origines. Elle surcompensait avec des vêtements de marque et des sourires forcés. Alors que nous nous garions dans l'allée de ma mère, la maison ressemblait à une couverture de magazine. Des lumières blanches parfaitement drapées sur les buissons. Des couronnes à chaque fenêtre. La maison familiale parfaite en apparence. Si seulement les gens à l'intérieur correspondaient à l'extérieur. J'ai garé la camionnette et j'ai pris une profonde inspiration. Je sentais déjà ce nœud familier se tordre dans mon estomac. J'avais 35 ans, j'étais un homme accompli qui possédait une entreprise de maintenance commerciale, et pourtant, arriver devant la maison de ma mère me donnait toujours l'impression d'être à nouveau un enfant terrifié. « Tu penses qu'ils aimeront les décorations ?» demanda doucement Clara, sa voix à peine plus forte que le chauffage de la camionnette. Je l'ai regardée, ses yeux bruns et chauds et le sourire plein d'espoir qu'elle portait toujours, peu importe combien de fois ma famille essayait de le démolir. « Bien sûr qu'ils aimeront, ai-je menti. Je détestais lui mentir. Mais j'avais passé 27 ans à essayer de maintenir la paix. J'étais le réparateur. Chaque fois que mon jeune frère Preston faisait une bêtise, je payais la facture. Chaque fois que ma mère avait besoin d'une réparation, je me présentais avec ma ceinture à outils. J'étais le fils invisible qui faisait tourner la machine, pour qu'il puisse prétendre être de la royauté. Nous sommes sortis dans le vent glacial. Hazel a attrapé ma main, ses petits doigts gantés dans les mitaines roses vives que Clara lui avait tricotées. Nous avons remonté l'allée salée et poussé la lourde porte d'entrée en chaîne. L'odeur de cannelle et de jambon rôti nous a envahis, masquant l'atmosphère toxique qui flottait toujours dans ces pièces. « Nous sommes là », annonça Hazel, sa voix pleine d'une joie pure et sans filtre. J'ai enlevé mes bottes et je me suis préparé pour la soirée à venir. Je n'avais aucune idée que ce serait la dernière fois que je franchirais ce seuil en tant que fils obéissant. Pour vraiment comprendre le poison qui coulait dans les veines de ma famille, il faut voir le musée de la douleur qu'ils avaient construit autour de Clara au fil des ans. Ce n'était pas toujours explosif. C'était généralement un lent goutte à goutte de venin, calculé, conçu pour rappeler à Clara qu'elle n'était pas à sa place. La première pièce du musée fut le jour de notre mariage. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Nous avions fait quelque chose de simple, juste les amis proches et la famille dans un parc local. Clara ressemblait à un véritable ange dans une simple robe blanche qu'elle avait achetée en magasin et retouchée elle-même. Ma mère est arrivée avec 30 minutes de retard, vêtue d'une robe noire de jet. Pas bleu marine, pas gris foncé, mais noir, le genre de robe que l'on porte pour enterrer un mari. Elle s'est assise au dernier rang, avec ses lunettes de soleil, en pleurant doucement. Quand les gens lui demandaient si c'était des larmes de joie, elle secouait simplement la tête et chuchotait qu'elle pleurait l'avenir que j'aurais pu avoir. J'aurais dû la mettre dehors sur le champ. Je ne l'ai pas fait. J'ai maintenu la paix.
La deuxième pièce, ce fut la naissance de Hazel. Clara a été en travail pendant 18 heures atroces. Je lui tenais la main, terrifié et épuisé, en attendant que notre petite fille vienne au monde. J'ai appelé mon frère Preston pour lui annoncer la nouvelle. Preston est l'enfant chéri, 3 ans plus jeune que moi. Il a toujours eu les plus beaux vêtements, les voitures les plus récentes, et un ego surdimensionné entièrement financé par ma mère, et secrètement par moi. Je ne peux pas venir, frérot, avait dit Preston au téléphone, le son d'un club de golf frappant une balle clairement audible en arrière-plan. J'ai une énorme réunion du conseil d'administration pour ma nouvelle start-up. Tu sais ce que c'est, des affaires importantes. Il n'était pas à une réunion du conseil. Il était dans un country club. Un country club où il avait accumulé une note colossale. Et le pire, c'est que 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé en pleurant pour me dire que la start-up de Preston était en train d'échouer et qu'il avait besoin d'un prêt pour couvrir son assurance maladie. J'ai utilisé ma propre carte de crédit pour payer ses dettes, alors que ma femme saignait encore dans un lit d'hôpital. Je me suis dit que j'étais un bon frère. En réalité, j'étais juste un idiot. Puis il y a eu la 3e pièce. L'hiver dernier, nous étions tous chez ma mère pour Thanksgiving. Clara avait économisé pendant des mois pour s'acheter un beau manteau d'hiver, respectable. Ce n'était pas une marque de luxe, mais il était magnifique, et elle en était si fière. Ma belle-sœur, Daphné, la femme de Preston, est entrée dans le couloir en tenant un grand verre de vin rouge. Daphné était un cauchemar enveloppé dans un parfum de luxe. Elle a regardé Clara, a ricané, et a d'une manière ou d'une autre trébuché sur un parquet parfaitement plat. Le vin rouge foncé a imprégné directement le nouveau manteau de Clara. Daphné n'a même pas eu un sursaut. Elle a juste laissé échapper un rire sec et haletant. « Oh, quelle maladroite je fais !» dit Daphné, les yeux vides et froids. « Ne t'inquiète pas, Clara. Je suis sûr que je peux t'en acheter un autre, pas cher, au magasin discount du coin. Ou peut-être que tu peux en trouver un dans un bac de dons. » Clara était allée aux toilettes et avait pleuré en silence pour que personne ne l'entende. J'ai confronté Daphné, mais ma mère s'est immédiatement interposée. « C'était un accident, Nolan », m'avait-elle grondé. « Ne gâche pas les fêtes pour un bout de tissu bon marché. » Daphné est très stressée en ce moment. J'ai reculé. Je reculais toujours. Mon père est décédé quand j'étais adolescent, et ses dernières paroles ont été de toujours prendre soin de ma mère. J'ai pris ces mots et j'en ai fait une chaîne autour de mon propre cou. Je pensais que prendre soin d'eux signifiait absorber leur cruauté. Je m'étais convaincu que je pouvais protéger Clara en arrondissant les angles. Mais alors que je me tenais dans le couloir cette veille de Noël, regardant Clara aider Hazel à enlever ses mitaines roses, j'ai réalisé quelque chose de sombre et de lourd. Mon silence ne protégeait pas ma femme. Mon silence donnait à ma famille la permission de la détruire. Je ne savais tout simplement pas que ce soir-là, ils allaient pousser le bouchon trop loin. Le salon était étouffant. Le chauffage était réglé beaucoup trop haut et Frank Sinatra fredonnait doucement depuis les enceintes surround coûteuses. Preston était assis sur le canapé en cuir, faisant tourner un verre de scotch et vérifiant sa montre de luxe. Il portait un costume sur mesure que, je le savais pertinemment, il ne pouvait pas se permettre. Daphné était perchée à côté de lui, exhibant un sac à main en cuir flambant neuf qui coûtait plus cher que ma première camionnette. « Nous revenons tout juste d'Aspen », disait Daphné à voix haute, en s'assurant spécifiquement que Clara était à portée de voix. Le ski était fabuleux. Il faut vraiment connaître les bonnes personnes pour obtenir une réservation à cette période de l'année. Mais bien sûr, Preston a des relations partout. Je savais pertinemment que les cartes de crédit de Preston étaient au maximum. Je le savais parce que c'était moi qui payais secrètement les soldes minimums pour que ma mère n'ait pas de crise de panique. « Ça a l'air merveilleux », dit Clara poliment, forçant un sourire chaleureux alors qu'elle s'asseyait sur le bord d'une chaise. « Oh, ça l'était », ricana Daphné, toisant Clara de la tête aux pieds, ses yeux s'arrêtant sur le simple pull de Noël fait maison de Clara. « C'est tellement agréable d'être entouré de gens qui réussissent, vous savez, des gens qui contribuent réellement à la société au lieu de simplement s'en sortir. » J'ai senti ma mâchoire se crisper. « Preston », dis-je à voix haute, coupant court à l'attention. « Comment va la nouvelle entreprise ?» Preston agita la main d'un air dédaigneux. « Oh, tu sais, de grands projets, beaucoup de capitaux qui circulent. Nous prévoyons des rendements massifs d'ici le 2e trimestre.
On attend juste que quelques investisseurs finalisent les papiers. Traduction, il n'avait pas d'argent, pas d'investisseurs, et il était complètement fauché. Hazel, inconsciente des sous-entendus toxiques, sauta au centre de la pièce. Elle tenait le sac en papier brun comme s'il contenait de l'or massif. Nous avons apporté des cadeaux, annonça-t-elle joyeusement. Ma mère, qui sirotait son vin dans un coin, haussa un sourcil. Oh, comme c'est pittoresque. Nous ouvrons généralement les cadeaux après le dîner, Hazel. Ce n'est pas grave, maman, dis-je fermement. Laisse-la les distribuer. Hazel plongea fièrement la main dans le sac et en sortit la première décoration en bois. C'était une magnifique petite maison, peinte avec soin, avec de minuscules fenêtres enneigées et un toit rouge. Clara avait utilisé un pyrograveur pour graver les noms de Daphné et Preston au dos. Hazel s'approcha et la tendit à Daphné. Daphné prit la maison en bois entre deux doigts, la tenant comme si c'était un déchet qu'elle avait trouvé dans la rue. Elle la retourna, regarda les noms, et laissa échapper un petit rire moqueur. Oh, dit Daphné, sa voix dégoulinante de condescendance. Vous avez fait ça vous-même. Quelle ingéniosité. Je suppose que c'est ce que les gens font quand ils ne peuvent pas se permettre de vrais cadeaux. La pièce devint silencieuse comme la mort. Frank Sinatra continuait de chanter, mais l'air semblait avoir été aspiré hors de la maison. Nous les avons faits avec amour, dit Clara, sa voix tremblant juste un peu, mais elle garda la tête haute. C'est Hazel qui a peint celui-là elle-même. Daphné jeta la décoration en bois sur la lourde table basse en marbre. Elle heurta la surface en pierre avec un claquement sec, glissa sur le bord et tomba sur le parquet. L'un des petits morceaux de toit en bois se cassa net. Hazel eut un hoquet de surprise, ses petites mains volant à sa bouche. Oups, dit Daphné, sans avoir l'air désolé du tout. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, les choses bon marché se cassent facilement. Je me suis levé. Mes mains étaient serrées en poing si fort que mes jointures étaient complètement blanches. J'ai regardé mon frère, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il corrige sa femme, qu'il défende ma fille. Preston a simplement pris une autre gorgée de son scotch et a détourné le regard. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, tu ne vas rien dire? Ma mère posa son verre de vin. Elle regarda la décoration cassée par terre, puis regarda Clara avec une expression de pur dégoût. Honnêtement, Nolan, soupira ma mère de façon théâtrale. Daphné a raison. C'est un peu insultant d'apporter des projets de bricolage à un dîner de fête formel. Si Clara a autant de difficultés financières, elle aurait dû le dire au lieu d'apporter des cochonneries dans ma maison. Ce fut le moment exact où la mèche a été allumée. J'avais passé des années à les regarder insulter les vêtements de Clara, son travail, ses origines. Mais ils n'avaient jamais attaqué directement les efforts de ma fille. Ils n'avaient jamais cassé quelque chose que mon enfant avait fait de ses propres mains. La colère qui bouillonnait en moi n'était plus quelque chose que je pouvais ravaler. Elle montait, chaude et aveuglante. Mais avant que je puisse parler, ma mère a laissé tomber l'allumette qui a fait exploser toute la famille. Clara n'a pas attendu que je la défende. Elle ne le faisait jamais. Elle était plus forte que moi. Elle s'est levée tranquillement de sa chaise et s'est dirigée vers la table basse. Elle s'est agenouillée sur le parquet et a commencé à ramasser les morceaux cassés de la maison en bois. Ses mains tremblaient, mais elle a maintenu sa dignité absolue. Daphné se pencha en avant, fixant Clara comme si elle était une servante en train de nettoyer un gâchis. Tu sais, Clara, je me suis toujours demandé ce que tu ressentais assise dans cette maison. Ça doit être si inconfortable pour toi, venant d'un parc de mobile homes, d'essayer de prétendre que tu as ta place avec des gens comme nous. C'est honnêtement embarrassant de te voir essayer. Clara cessa de ramasser le bois. Elle se releva lentement, tenant les morceaux cassés dans sa main. Elle regarda Daphné droit dans les yeux. Sa voix était incroyablement calme, mais elle portait une autorité qui figea la pièce. Daphné, dit doucement Clara. S'il te plaît, arrête. Juste 3 mots, pas de cris, pas d'insultes, juste une limite. Avant même que Daphné puisse réagir, ma mère a bougé. Elle a bondi de sa chaise avec une vitesse que je ne lui connaissais pas. Elle a franchi la distance entre elles en 2 pas immenses. Sa main s'est levée et a frappé Clara sur le côté gauche du visage. Le son était comme un coup de feu. Clara a trébuché en arrière, laissant tomber les morceaux de bois cassés sur le sol.
Une empreinte de main rouge vif a commencé à se former presque instantanément sur sa joue pâle. Le silence qui a suivi était absolu. Il était si silencieux que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Je pouvais entendre mon propre cœur marteler contre mes côtes. Ma mère se tenait là, la poitrine haletante, pointant son doigt vers la porte. « Comment oses-tu parler à Daphné de cette façon dans ma maison » hurla ma mère, sa voix se brisant de pur venin. « Tu n'es rien. Tu n'as toujours été rien. Tu es une ordure indésirable, Clara. Tu seras toujours une plougue de caravane. Prends ta fille et sors de ma vue. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup de poing. Je n'ai pas juré. La colère en moi avait dépassé le rouge vif pour se transformer en quelque chose de glacial et de parfaitement clair. Pendant 27 ans, j'avais cru que si j'aimais assez ma mère, si je réglais assez de ses problèmes, elle finirait par apprendre à me respecter, moi et la femme que j'avais choisi d'épouser. En cette fraction de seconde, l'illusion s'est brisée. Je l'ai vue exactement pour ce qu'elle était, une femme amère et haineuse qui mordait la main qu'il avait secrètement nourrie pendant une décennie. Je me suis approché de Clara. J'ai doucement posé ma main sur son épaule. Elle tremblait violemment, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Je me suis tourné vers ma fille qui se tenait figée dans un coin, les yeux écarquillés de terreur. « Hazel, dis-je, ma voix dangereusement calme. Prends ton manteau. »« Nolan, tu m'écoutes tout de suite » aboya ma mère, essayant de réaffirmer sa domination. « Si tu sors par cette porte, tu gâches Noël. Tu vas t'asseoir et ta femme va s'excuser. » Je ne l'ai même pas regardé. J'ai aidé Clara à enfiler son manteau d'hiver. J'ai ramassé le sac à dos de Hazel et le lui étendu. Je me suis agenouillé, j'ai ramassé chaque morceau de la décoration en bois cassé et je les ai mis dans ma poche. Preston s'est finalement levé. « Allez, mec. Ne fais pas de scène. Dis juste à Clara de se calmer et allons manger. » J'ai regardé mon frère. Vraiment ? Je l'ai regardé, son faux costume, sa fausse montre, sa fausse vie. « Nous partons » ai-je dit. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai refermée doucement derrière nous. Nous sommes sortis dans la neige glaciale, laissant derrière nous la maison parfaitement décorée. J'ai démarré la camionnette, j'ai mis le chauffage au maximum, et je suis parti. Pas de cris, pas de menaces, juste une sortie. Mais alors que les pneus crissaient sur les routes enneigées, je savais que le soleil sur lequel il comptait pour tout venait de mourir dans ce salon. Le trajet de retour à notre maison a semblé durer 10 ans. La neige tombait maintenant abondamment, recouvrant l'autoroute d'un blanc épais et aveuglant. Le seul son dans la camionnette était le vrombissement des pneus et le rugissement du chauffage. Clara était assise à côté de moi, la tête tournée vers la fenêtre passager, regardant dans l'obscurité. Je pouvais voir le reflet de la marque rouge sur sa joue dans la vitre. Chaque fois que je la regardais, une nouvelle vague de nausée et de rage me submergeait. Je serrais le volant si fort que mes mains se crispaient. Je l'avais laissé tomber. J'étais censé être son mari, son protecteur, et je l'avais mené droit à un peloton d'exécution parce que j'étais trop faible pour couper le cordon. De la banquette arrière, une petite voix fragile a brisé le silence. « Papa ?» J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Hazel serrait ses mitaines roses contre sa poitrine, ses grands yeux remplis de larmes qui commençaient enfin à déborder. « Oui, ma chérie » ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Elle a reniflé. « Est-ce que mamie nous a mis dehors parce que maman est pauvre ?» Cette question, cette simple question innocente m'a frappé plus fort qu'un train de marchandises. Elle a brisé toutes mes défenses, toutes mes excuses, tous les mensonges que je m'étais jamais racontés sur ma famille. Ma fille avait vu sa grand-mère agresser sa mère. Et sa conclusion était que c'était à cause de l'argent, à cause de la classe sociale, parce que sa mère n'était pas assez bien. J'ai garé la camionnette sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Les feux de détresse clignotaient en jaune sur la neige qui tombait. J'ai mis le véhicule au point mort, j'ai détaché ma ceinture et je me suis retourné pour regarder Hazel droit dans les yeux. « Non, Hazel » ai-je dit fermement, en m'assurant qu'elle entende chaque syllabe. Mamie ne nous a pas mis dehors parce que maman est pauvre. Mamie nous a mis dehors parce que mamie est cruelle. Maman est la personne la plus riche que je connaisse parce que son cœur est plein de gentillesse. Le cœur de mamie est vide. Tu me comprends ? Hazel a hoché lentement la tête, en s'essuyant les yeux.
Je me suis tourné vers Clara. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Elle était froide. Je suis tellement désolé, ai-je chuchoté, ma voix se brisant. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. C'est fini. Je te le jure, Clara, c'est complètement fini. Clara a serré ma main. Elle n'a pas dit un mot, mais elle n'en avait pas besoin. Le mal était fait, mais la guérison allait commencer, maintenant. Quand nous sommes enfin rentrés, j'ai bordé Hazel et je l'ai embrassée sur le front. Clara est allée dans la salle de bain pour mettre de la glace sur sa joue. J'ai marché dans le couloir jusqu'à mon bureau et j'ai fermé la porte. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai ouvert mes feuilles de calcul financières. Je n'étais pas seulement un fils. J'étais leur banque. J'ai regardé les chiffres à l'écran, les mensualités du prêt immobilier de ma mère, les impôts fonciers, les réparations d'urgence du toit, l'aménagement paysager, les virements mensuels secrets sur le compte courant de Preston pour éviter la saisie de sa voiture de luxe en leasing, les paiements par carte de crédit pour les vêtements de marque de Daphné. Je m'étais saigné pour ces gens. J'avais travaillé 80 heures par semaine dans le froid glacial et la chaleur torride pour bâtir mon entreprise à partir de rien, juste pour pouvoir déverser mes profits dans leur puissant fonds de prétention. Et ils m'avaient remercié en brisant le cœur de ma fille et en frappant ma femme. Mon téléphone a vibré sur le bureau. L'écran s'est allumé. Maman appelle. J'ai fixé le nom. 1 heure plus tôt, j'aurais paniqué. J'aurais répondu, prêt à négocier un faux traité de paix. Maintenant, je ne ressentais qu'une froide résolution. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, la notification de message vocal est apparue. J'ai appuyé sur lecture. Nolan, tu dois revenir ici tout de suite, claqua la voix de ma mère à travers le haut-parleur. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air agacée. La chaudière vient de commencer à faire un bruit de grincement et maintenant elle souffle de l'air froid. Il gèle ici. Prends tes outils et viens réparer ça. Et n'amène pas ta femme. Je suis resté assis dans le noir à écouter le message, l'audace pure, l'illusion absolue. Elle venait d'agresser violemment ma femme, et maintenant elle exigeait que je vienne réparer sa chaudière au milieu d'un blizzard. Pour la première fois en 27 ans, je n'ai pas attrapé ma ceinture à outils. J'ai supprimé le message vocal. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond. Ils voulaient se comporter comme des rois. Très bien. Mais ils étaient sur le point d'apprendre ce qui se passe quand le paysan arrête de payer les impôts. Le lendemain de Noël était un lundi. La tempête d'hiver était passée, laissant derrière elle un ciel clair et glacial. Pendant que Clara et Hazel restaient à la maison, construisant un bonhomme de neige dans le jardin et buvant du chocolat chaud, je me suis rendu directement au siège de mon entreprise. J'ai marché dans le bureau de Gideon, mon directeur financier et l'un de mes plus proches amis. Gideon était un homme grand et pragmatique qui gérait l'argent de mon entreprise depuis 7 ans. Il connaissait chaque centime qui entrait et sortait. Et il détestait ma famille. Il me suppliait de leur couper les vivres depuis des années. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Gideon, dis-je, d'une voix neutre. Je veux que tu débranches la prise. Tout. Gideon arrêta de taper. Il leva les yeux par-dessus ses lunettes, ses yeux se plissant. Tu es sérieux? Enfin. Très sérieux. Ma mère a giflé Clara hier soir. Elle lui a dit qu'elle était une plouc de caravane et nous a mis dehors. La mâchoire de Gideon tomba. Une expression sombre et furieuse envahit son visage. Il attrapa sa souris et commença immédiatement à afficher les comptes principaux. N'en dis pas plus. Donne-moi l'autorisation. Qu'est-ce qu'on coupe? Tout, dis-je en me penchant en avant. Annule les paiements automatiques de ses impôts fonciers. Annule la police d'assurance habitation. Bloque les cartes de crédit secondaires auxquelles Preston a accès. Arrête le virement mensuel à sa fausse SARL. Appelle les compagnies de services publics et retire mon nom des factures d'électricité, de gaz et d'eau pour sa maison. Les doigts de Gideon volaient sur le clavier. Il s'arrêta une seconde et regarda l'écran. Il tourna le moniteur vers moi. Nolan, dit Gideon, sa voix baissant d'un octave. Je veux que tu regardes ce chiffre. Je veux que tu graves ce chiffre dans ton cerveau. J'ai regardé le total surligné au bas d'une feuille de calcul intitulée « Dépenses non professionnelles ».
Au cours des 8 dernières années, j'avais secrètement injecté exactement 142 500 $ dans le style de vie de ma famille. J'avais payé 142 500 $ pour leur permettre de vivre dans un monde imaginaire pendant qu'ils traitaient ma femme comme de la saleté. « Es-tu absolument certain de vouloir lâcher cette bombe ?» demanda Gideon, me regardant droit dans les yeux. « Parce qu'une fois que j'aurai appuyé sur Entrée, ils vont se noyer. Le paiement de la voiture de Preston est dû dans 4 jours. La prolongation de l'impôt foncier de ta mère expire dans 12 jours. Sans tes liquidités, ils sont complètement en faillite. Fais-le, dis-je sans hésitation. Laisse-les se noyer. » Gideon sourit d'un air sinistre. Il appuya sur Entrée. C'était fait. Le support vital financier était déconnecté. Le filet de sécurité avait complètement disparu. Ils étaient en chute libre. Et ils ne le savaient même pas encore. J'ai passé le reste de la journée à transférer des fonds, à sécuriser mes propres actifs et à m'assurer qu'il n'y avait aucun moyen légal pour eux d'accéder à un seul centime de mon argent. Je me sentais plus léger. Un poids massif et suffocant avait été soulevé de ma poitrine. Je n'étais plus le réparateur. J'étais l'exécuteur. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, la maison était chaude. Clara préparait le dîner et Hazel regardait un film sur le canapé. Je suis entré dans la cuisine, j'ai enlacé Clara par derrière et je l'ai embrassée dans le cou. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en se retournant pour me regarder, la légère ecchymose encore visible sur sa joue. « Tout est parfait, lui ai-je promis. » Je savais que la tempête approchait. Je savais que dans quelques jours, quand les cartes de crédit commenceraient à être refusées et que les factures commenceraient à être impayées, mon téléphone allait exploser. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. J'étais prêt. J'avais chargé le pistolet, et tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils appuient eux-mêmes sur la gâchette. Si vous étiez à ma place, leur auriez-vous coupé les vivres immédiatement ou les auriez-vous prévenus d'abord? Dites-le moi dans les commentaires, car ce que j'ai fait ensuite a déclenché une véritable guerre. Veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Les premiers jours après que j'ai coupé le cordon financier ont été étrangement calmes. C'était le calme avant l'ouragan absolu. Dehors, l'hiver de l'Ohio faisait rage, déversant encore 30 cm de neige sur le sol gelé, mais à l'intérieur de ma maison, il y avait une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Clara et moi n'avons pas parlé de la scène horrible du dîner de Noël. Nous n'en avions pas besoin. La peau meurtrie de sa joue passait lentement d'un rouge vif à un violet terne. Et chaque fois que je la regardais, ma résolution se transformait un peu plus en acier massif. Je suis allé travailler. J'ai joué à des jeux de société avec Hazel, et j'ai attendu. Je connaissais le calendrier exact de leur vie financière parce que c'était moi qui l'avais construit. Le premier domino est tombé un jeudi matin. J'étais assis à mon îlot de cuisine, sirotant une tasse de café noir et regardant la neige tomber contre les portes vitrées. Mon téléphone, qui avait été merveilleusement silencieux pendant des jours, a soudainement vibré sur le comptoir en granit. L'identifiant de l'appelant a affiché un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Tante Fiona. Fiona était la sœur cadette de ma mère, l'ultime sbire de notre dynamique familiale toxique. Elle vivait à 3 états de distance, n'avait jamais contribué d'un seul centime à l'entretien de ma mère, mais avait toujours beaucoup de jugements moraux à distribuer. J'ai pris une lente gorgée de mon café, j'ai laissé sonner 4 fois et j'ai glissé pour répondre. « Bonjour, Fiona, dis-je, d'une voix complètement plate. « Nolan, David, cria-t-elle à travers le haut-parleur, sa voix aiguë et dégoulinante d'une droiture agressive. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta mère m'appelle, elle est complètement hystérique. Elle dit que sa chaudière est en panne depuis 4 jours et que tu refuses de venir la réparer. Elle dort avec 3 pulls, Nolan. 3 pulls. Alors elle devrait probablement appeler une entreprise de réparation de chauffage, Fiona, ai-je répondu calmement. Il y en a des dizaines dans l'annuaire. Fiona eut un hoquet de surprise dramatique, comme si je venais de suggérer quelque chose de totalement illégal. Appeler une entreprise. As-tu perdu la tête? Il facture 200 $ juste pour franchir la porte. Tu es un entrepreneur. Tu peux le réparer gratuitement.
Ta mère a un revenu fixe et tu l'abandonnes parce que ta femme a été blessée dans ses sentiments à cause d'un tout petit désaccord. Ma prise sur ma tasse de café s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Un tout petit désaccord. C'est ainsi qu'il qualifiait une agression physique violente contre ma femme. Il réécrivait l'histoire pour faire de Clara la méchante, comme il l'avait toujours fait. Ce n'était pas un désaccord, Fiona, dis-je, ma voix tombant dans un registre bas et dangereux. Elle a giflé Clara au visage. Elle l'a traitée d'ordure. Et quant à son revenu fixe, peut-être qu'elle devrait arrêter d'acheter des sacs à main de marque et commencer à payer pour ses propres réparations. N'appelle plus jamais mon téléphone. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse formuler une autre défense stridente. J'ai bloqué son numéro immédiatement. Je savais exactement ce qui se passait. Ma mère essayait d'utiliser la honte publique pour me forcer à obtempérer. Elle pensait que si elle se plaignait à suffisamment de parents, je céderais sous la pression de la culpabilité familiale. Mais la culpabilité exige une conscience, et en ce qui les concernait, j'avais enterré la mienne dans la neige. Le deuxième domino est tombé le lendemain après-midi, et celui-ci était beaucoup plus bruyant. J'étais à mon bureau en train de vérifier des fiches d'inventaire quand Gideon est entré. Un énorme sourire satisfait plaqué sur son visage. Il n'a même pas frappé. Il s'est juste appuyé contre le cadre de la porte et a croisé les bras. Ça arrive, annonça Gideon, sa voix vibrant pratiquement d'excitation. L'effondrement glorieux a officiellement commencé. J'ai posé mon stylo. Donne-moi les détails. Eh bien, commença Gideon, sortant un petit carnet de sa poche de chemise. Je viens de raccrocher avec le représentant de la banque qui s'occupe de vos comptes secondaires. La carte de crédit platine de Preston a été refusée dans un restaurant de grillades haut de gamme du centre-ville il y a environ 1 heure. Apparemment, il essayait de payer un déjeuner d'affaires qui coûtait plus de 400 $. La carte a été refusée net. Pas d'avertissement, pas de délai de grâce, juste fonds insuffisants et un compte bloqué. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, un lent sourire se dessinant sur mon visage. Je pouvais imaginer la scène de manière vivide. Preston, assis dans une banquette en velours dans son costume sur mesure, essayant d'impressionner de faux investisseurs, tendant avec confiance sa carte platine au serveur, pour que celui-ci revienne poliment l'informer que la carte était inutile. L'humiliation, la panique. A-t-il essayé d'appeler la banque, ai-je demandé. Oh, absolument, Harry Gideon. Le représentant a dit qu'un homme très en colère a appelé pour exiger de savoir pourquoi la carte de son fonds fiduciaire familial était bloquée. La banque lui a dit que le titulaire principal du compte, c'est-à-dire vous, avait révoqué son statut d'utilisateur autorisé. Ils lui ont dit de voir ça avec vous. Mais attendez, il y a mieux. Gideon tourna la page de son carnet. La date limite de prolongation de l'impôt foncier de votre mère est officiellement dépassée. Le bureau du trésorier du comté a tenté de prélever automatiquement le paiement sur le compte que j'ai fermé lundi. Le paiement a été rejeté. Un avis de délinquance et d'intention de saisie a été automatiquement généré et envoyé à sa maison ce matin. Elle devrait recevoir ce charmant courrier d'ici demain après-midi. J'ai senti une montée d'adrénaline. Pendant une décennie, j'avais été le bouclier invisible qui les protégeait des conséquences de leurs propres actions. Ma mère vivait dans une immense maison chère qu'elle ne pouvait pas se permettre, prétendant appartenir à la haute société, pendant que je payais secrètement les impôts fonciers pour qu'elle ne se retrouve pas à la rue. Preston se pavanait en vilain se faisant passer pour un millionnaire de la tech, pendant que j'injectais de l'argent dans sa société écran vide pour que sa femme puisse acheter des chaussures à 1 000 $. Le barrage avait enfin cédé. L'eau se précipitait, et il ne savait même pas nager. Assure-toi que tous nos documents juridiques d'entreprise sont bien verrouillés, Gideon, dis-je en me retournant vers mon écran d'ordinateur. Parce que quand ils réaliseront ce qui se passe réellement, ils viendront chercher du sang. Gideon hocha la tête, son sourire s'effaçant pour laisser place à un air sérieux et professionnel. Tout est blindé, Nolan. L'argent a disparu, les comptes sont coupés, et l'acte de propriété est en sécurité dans ton coffre-fort d'entreprise. Ils n'ont absolument rien. Le samedi matin, la réalité de la situation s'était enfin abattue sur l'enfant chéri. J'étais dans mon garage, passant un chiffon propre sur mon établi, profitant du doux ronronnement du radiateur d'appoint. Clara avait emmené Hazel à un cours de peinture sur poterie locale, me laissant seul avec mes pensées. Mon téléphone, posé sur le bord de l'établi, a soudainement commencé à s'allumer, et il n'a pas arrêté.
Il a vibré, bourdonné et sonné consécutivement pendant 20 minutes d'affilée. Je suis resté là, à essuyer l'huile d'une clé, regardant l'écran clignoter avec un barrage de notifications. 47 appels manqués, 14 messages textes, tous de Preston. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier, j'ai pris le téléphone et j'ai ouvert le fil de discussion. C'était un cours magistral sur l'escalade de la panique. Message 1, frérot. Pourquoi ma carte est refusée? T'as merdé un truc avec le virement de la banque ce mois-ci? Message 4, Nolan, ce n'est pas drôle. J'ai des fournisseurs qui attendent d'être payés. Appelle la banque et règle le compte fiduciaire tout de suite. Message 9, tu m'ignores sérieusement à cause de ce que maman a dit à Clara? Ne mélange pas les drames familiaux avec mon capital d'entreprise. Rappelle-moi immédiatement. Message 14, envoyé il y a juste 2 minutes, j'arrive. J'ai verrouillé le téléphone, l'ai glissé dans ma poche et je suis sorti du garage, laissant la grande porte de baie ouverte. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 10 minutes plus tard, un élégant VUS de luxe noir a dévalé ma rue de banlieue, prenant le virage beaucoup trop vite. Il a freiné brusquement, a légèrement dérapé sur une plaque de verglas et s'est immobilisé brutalement au bord de mon allée. Preston s'est pratiquement jeté hors de la portière côté conducteur. Il était dans un état lamentable. L'enfant chéri, d'habitude si impeccable, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient en désordre, son manteau de marque coûteux était déboutonné, et son visage était rouge vif d'un mélange de rage et de terreur pure. Il a remonté l'allée, ses bottes en cuir de luxe glissant sur le béton salé. « Qu'est-ce qui se passe, putain, Nolan » a-t-il crié avant même d'atteindre le garage. « Mes cartes sont mortes. Mon compte courant est gelé. La banque m'a dit que tu as complètement coupé la connexion avec le fonds fiduciaire familial. À quel jeu malade tu joues? » Je suis resté sur mes positions, croisant les bras sur ma chemise en flanelle. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu un petit frère intimidant. J'ai vu un petit garçon terrifié qui piquait une crise parce qu'on lui avait enlevé sa tirelire. Il n'y a pas de jeu, Preston, dis-je, ma voix complètement stable, totalement dépourvue de la panique qui l'attendait. Et plus important encore, il n'y a pas de fonds fiduciaire familial. Preston s'arrêta de marcher. Il se tenait à environ 1,5 m de moi, la poitrine haletante, ses yeux allants et venant comme s'il essayait de traiter une langue étrangère. « De quoi tu parles ? » Papa a laissé un fonds. L'avocat de la succession l'a mis en place. Tu es l'exécuteur. Tu gères le capital. J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. C'était le rire d'un homme qui avait porté un fardeau massif pendant trop longtemps et qui le déposait enfin. Papa a laissé des dettes, Preston, ai-je expliqué lentement, articulant chaque mot pour qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu. Quand papa est mort, il a laissé une deuxième hypothèque sur la maison, des cartes de crédit au maximum et une police d'assurance vie défaillante. Il n'y avait pas de fonds fiduciaire. Il n'y avait pas d'héritage. Il n'y avait pas de richesse générationnelle. Il y avait juste moi. Preston cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Non, non, c'est un mensonge. Tu finances ma SARL depuis 6 ans. Tu autorises les versements trimestriels du fonds. Je transfère de l'argent de la marge bénéficiaire de mon entreprise de maintenance commerciale directement sur ton compte courant, Preston, ai-je rétorqué, en m'avançant pour réduire la distance entre nous. J'ai travaillé 80 heures par semaine à réparer des tuyaux éclatés, à recabler des congélateurs commerciaux et à respirer de la poussière toxique pour pouvoir déposer de l'argent sur un faux compte d'entreprise afin d'éviter la saisie de ta voiture en leasing. Le fonds fiduciaire familial est un conte de fées que j'ai inventé, pour que toi et maman n'ayez pas à affronter le fait que vous êtes complètement fauchés. La couleur s'est rapidement retirée du visage de Preston. Il avait l'air d'être sur le point de vomir. Il a fait un pas en arrière en titubant, s'agrippant aux côtés de mon établi pour se stabiliser. Pourquoi, a-t-il chuchoté, sa façade arrogante se brisant complètement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que papa m'a demandé de prendre soin de vous deux, dis-je, l'amertume montant enfin dans ma gorge. Parce que je pensais que si je vous donnais un filet de sécurité, vous construiriez réellement quelque chose de concret. Parce que je pensais que maintenir l'illusion en vie rendrait maman heureuse. Mais j'avais tort. L'argent ne vous a pas rendu prospère. Il vous a rendu prétentieux. Il vous a fait croire que vous étiez meilleur que ma femme.
Il t'a fait rester là à siroter du scotch pendant que ta mère giflait la femme que j'aime. Preston secoua la tête violemment, refusant d'accepter la réalité de sa propre existence pathétique. Tu ne peux pas juste arrêter. Daphné devient folle. Ses cartes de crédit ont été refusées au centre commercial hier. Nous avons une hypothèque. Nous avons des cotisations au country club. Tu ne peux pas simplement couper mon capital sans prévenir. Ton capital, ai-je rugi, ma voix résonnant sur les murs en béton du garage. C'est mon argent, Preston. Chaque centime que tu as jamais dépensé en essayant de ressembler à un millionnaire vient de la sueur de mon front, et c'est fini. Je ne te donnerai plus jamais un centime de ma vie. Les yeux de Preston se sont remplis d'une panique désespérée et sauvage. Il a sorti son téléphone de sa poche avec des mains tremblantes. Tu ne peux pas faire ça. Tu détournes la succession. J'appelle Maître Harrison. J'appelle l'avocat de la succession tout de suite. Je te traînerai en justice, Nolan. Je te forcerai à ouvrir les livres et à libérer ma part des fonds. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri. Un sourire froid et vide qui a fait hésiter Preston. Je t'en prie, fais-le, dis-je doucement, en désignant son téléphone. Appelle Maître Harrison. Dis-lui que tu veux un audit complet. En fait, allons tous le voir ensemble demain. Amen maman, amen Daphné. Ouvrons grand les livres pour que tout le monde puisse voir. Preston me fixa, son doigt planant au-dessus de l'écran de son téléphone. La certitude absolue dans ma voix le terrifiait plus que toute autre chose. Il s'est retourné sans dire un mot, a pratiquement couru jusqu'à son VUS de luxe et est parti en trombe dans la rue. Je l'ai regardé partir, sachant que la véritable explosion était prévue pour le lendemain matin. Le centre-ville de Columbus était gris et sombre ce lundi matin. Les imposants bâtiments de verre reflétaient les lourds nuages d'hiver alors que je franchissais les portes tournantes de Harrison et Associés, le cabinet d'avocats en succession le plus prestigieux de la ville. Maître Harrison était un homme vif et calculateur, à la fin de la soixantaine, qui avait connu mon père et qui savait exactement ce que j'avais fait pendant la dernière décennie. Il était la seule personne, en dehors de Gideon, à connaître la vérité absolue sur les finances de la famille Carter. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage et je suis entré dans la grande réception. La réceptionniste a souri poliment et m'a conduit directement dans la salle de conférence principale. Ils étaient déjà là. Ma mère, Stella, était assise à la tête de l'immense table en acajou, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine et d'un collier de perles, l'air d'une reine tenant sa cour. Preston était assis à sa droite, sa jambe rebondissant nerveusement sous la table. Daphné était assise à côté de lui, serrant son sac à main de marque comme un bouclier, me foudroyant du regard avec une expression de venin pur et concentré. Ils avaient clairement passé tout le week-end à se convaincre que j'étais un criminel qui détournait leur héritage légitime. J'ai tiré une chaise à l'extrémité opposée de la table et je me suis assis. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas offert un signe de tête poli. J'ai juste attendu. Un instant plus tard, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes et Maître Harrison est entré. Il portait une pile de dossiers si épaisse qu'il lui fallait 2 mains. Il a posé les dossiers au centre de la table avec un bruit lourd et intimidant. Il a ajusté ses lunettes, a regardé tout le monde dans la pièce, puis a pris son siège. « Bonjour », dit Maître Harrison, sa voix totalement dépourvue d'émotion. J'ai reçu plusieurs messages frénétiques de Preston ce week-end, exigeant un audit d'urgence du fonds fiduciaire de la famille Carter et une libération immédiate du capital retenu. C'est tout à fait exact, Maître Harrison, l'interrompit ma mère, la voix dégoulinante d'indignation. Nolan a complètement perdu la tête. Il a gelé nos comptes, annulé mes paiements d'impôts fonciers et retient en otage l'argent de notre famille parce qu'il fait une crise de colère puérile à cause d'un désaccord familial mineur. Nous voulons qu'il soit immédiatement démis de ses fonctions d'exécuteur. Daphné se pencha en avant, les yeux plissés. Il nous abuse financièrement. L'entreprise de Preston souffre parce que Nolan est vindicatif. Maître Harrison n'a pas réagi à leurs accusations dramatiques. Il a simplement tendu la main et l'a posée à plat sur l'énorme pile de dossiers. Madame Carter, dit lentement Maître Harrison, en regardant directement ma mère. Il semble y avoir un malentendu fondamental sur votre réalité financière. J'ai apporté l'historique financier complet de la succession Carter, du jour où votre mari est décédé jusqu'à ce matin. Preston croisa les bras avec confiance. Bien. Voyons les comptes du fonds.
Il n'y a pas de compte de fond, Preston, déclara simplement maître Harrison, faisant écho aux mots exacts que j'avais prononcés dans mon garage. La pièce devint complètement silencieuse. La posture confiante de ma mère vacilla. Que voulez-vous dire? Harold a laissé un fond. Vous avez rédigé les documents. J'ai rédigé le cadre d'un fond, Madame Carter, la corrigea l'avocat, en ouvrant le premier dossier et en sortant un document certifié. Mais un fonds nécessite un capital pour être financé. Quand Harold est décédé, ses dettes dépassaient de loin ses actifs. La maison était lourdement hypothéquée, les prêts commerciaux étaient en défaut, et il y avait précisément 0 liquidité à placer dans le fonds. La succession était complètement en faillite. Daphné laissa échapper un rire nerveux et aigu. C'est impossible. Nous recevons des versements mensuels. Mon mari dirige une société financée. D'où vient l'argent? Maître Harrison regarda Daphné avec un mélange de pitié et de dédain professionnel. Il ouvrit le dossier suivant et commença à faire glisser des documents sur la table en acajou poli. Il venait de Nolan, dit Maître Harrison, sa voix résonnant avec une finalité absolue. Chaque centime. Il fit glisser une feuille de calcul vers ma mère. Ce sont les impôts fonciers, les primes d'assurance habitation et les factures de réparation d'urgence pour votre résidence, Madame Carter. Payées directement depuis le compte professionnel de Nolan. Il fit glisser une autre pile de papier vers Preston. Ce sont les injections mensuelles de capital dans votre SARL, Preston. Ce ne sont pas des versements de fonds. Ils sont classés comme des prêts personnels à haut risque, financés par les revenus privés de Nolan. Des prêts sur lesquels vous n'avez jamais fait un seul paiement. Il regarda Daphné, dont le visage perdait rapidement toute sa couleur. Les cartes de crédit que vous possédez sont des cartes secondaires rattachées à la ligne de crédit principale de Nolan. Il paie vos soldes minimum depuis 6 ans pour que vos comptes ne soient pas envoyés au recouvrement. Le silence dans la salle de conférence était si lourd qu'il semblait pouvoir écraser le souffle de mes poumons. J'ai assisté à la destruction absolue de leur réalité fabriquée en temps réel. Preston fixait les documents, ses mains tremblant alors qu'il parcourait page après page de relevés bancaires, prouvant que toute sa vie était une œuvre de charité. Daphné avait l'air sur le point de s'évanouir. Le sac de marque qu'elle serrait soudainement ressemblait à un accessoire volé dans une mauvaise pièce de théâtre. Mais c'est la réaction de ma mère qui a vraiment capturé l'essence de la tragédie. Elle n'a pas regardé les papiers. Elle m'a regardé. La façade de matriarche arrogante et riche s'est complètement effondrée, laissant derrière elle une femme âgée et terrifiée qui réalisait que le filet de sécurité invisible sur lequel elle avait dansé pendant des années avait disparu. Nolan, chuchota ma mère, la voix tremblante. Tu paies pour tout ça. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que si je vous le disais, vous auriez dû admettre que vous étiez pauvre, dis-je, ma voix froide et inébranlable. Et tu détestes les pauvres, maman. Tu les détestes tellement que tu as giflé ma femme parce qu'elle venait d'un parc de mobil-homes. Tu l'as traitée d'ordure. Mais la réalité, c'est que Clara et moi avons bâti notre richesse à partir de rien. Nous sommes propriétaires de notre maison. Nous sommes propriétaires de notre entreprise. Vous et Preston, vous n'êtes que des dépendants coûteux qui prétendent être de la royauté à mes frais. Preston frappa des mains sur la table, se levant si vite que sa chaise bascula en arrière. Même si tu paies pour le style de vie, papa a quand même laissé la maison. La maison vaut près d'1 million de dollars maintenant. Maman est propriétaire de la maison. Nous pouvons la vendre. Nous pouvons liquider les capitaux propres. Maître Harrison s'éclaircit la gorge. Il n'avait pas l'air intimidé par l'explosion de Preston. En fait, il avait l'air légèrement agacé. Il plongea la main tout au fond de la pile de dossiers et en sortit un unique document juridique lourdement tamponné. En fait, Preston, dit Maître Harrison, en faisant glisser le document au centre exact de la table. Cela nous amène au dernier point de l'ordre du jour. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table, regardant directement ma mère. Le piège s'était complètement refermé. La vérité était révélée, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Si vous appréciez cette histoire de karma financier absolu, veuillez prendre un moment pour laisser un commentaire ci-dessous disant « Je suis là ». C'est notre code secret pour les vrais spectateurs qui regardent jusqu'à la fin, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec ce mot-clé. Merci beaucoup pour votre soutien. Le document juridique reposait au milieu de la table comme une bombe non explosée.
Le lourd silence dans la pièce n'était ponctué que par le son de la respiration haletante de Preston. Il fixa le papier, puis regarda Maître Harrison, ses yeux suppliant silencieusement l'avocat de dire quelque chose qui pourrait reconstituer leur réalité brisée. Maître Harrison ajusta ses lunettes et regarda ma mère. « Madame Carter, il y a 3 ans, votre prêt immobilier est entré en grave défaut de paiement, » expliqua calmement Maître Harrison, comme s'il lisait le bulletin météo. La banque a entamé une procédure de saisie. Vous n'en étiez absolument pas consciente car Nolan a intercepté les avis et s'est occupé de la correspondance juridique. Afin d'éviter que la propriété ne soit vendue aux enchères par le comté, la dette impayée devait être payée intégralement et immédiatement. Les mains de ma mère tremblaient si violemment qu'elle a dû les poser à plat sur la table en acajou pour les maintenir immobiles. Alors Nolan l'a payé, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Il a remboursé l'hypothèque. Il n'a pas seulement remboursé, Madame Carter, la corrigea Maître Harrison, en tapant un stylo en argent sur la table. La société de Nolan, N&C Property, qui signifie Nolan et Clara d'ailleurs, a racheté la créance en souffrance à la banque. Le titre de propriété a été légalement transféré à N&C Property en échange de la levée des privilèges. Vous avez signé vous-même l'acte de renonciation, Madame Carter. Nolan vous a dit que c'était de la paperasse fiscale de routine. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent d'une horreur pure et sans mélange. Elle me regarda, la bouche bée. Tu es propriétaire de la maison, suffoqua-t-elle. Clara et moi sommes propriétaires de la maison, la corrigeai-je, en m'assurant que le nom de ma femme était au premier plan. Nous possédons les murs. Nous possédons le toit. Nous possédons les parquets où tu as cassé la décoration de ma fille. Tu es simplement une locataire vivant dans ma propriété, sans loyer. Daphné laissa échapper un grand hoquet dramatique, couvrant sa bouche de ses mains. La femme riche et connectée qu'elle pensait être s'était évaporée dans les airs. Elle était mariée à un homme fauché, entièrement dépendant du beau-frère qu'elle avait passé des années à moquer et à dégrader. Preston a complètement perdu les pédales. Il s'est jeté sur la table, saisissant l'acte, ses yeux parcourant frénétiquement le jargon juridique, à la recherche d'une faille qui n'existait pas. C'est de la fraude, hurla Preston, de la salive volant de ses lèvres. Tu l'as trompé pour qu'elle signe la cession des capitaux propres. Tu as volé notre héritage, espèce de sale ordure. Je vais te poursuivre en justice. Je vais prendre tout ce que tu as. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste regardé mon jeune frère avec une pitié absolue. Me poursuivre avec quel argent, Preston, ai-je demandé doucement. Cette simple question l'a frappé comme un coup physique. Il se figea. La prise de conscience l'envahit comme une vague nauséabonde. Il n'avait pas d'argent pour une provision d'honoraires. Il n'avait pas d'argent pour une longue bataille juridique. Il ne pouvait même pas se payer l'essence pour retourner à sa maison en location. Il était entièrement, fondamentalement impuissant. Maître Harrison croisa les mains sur son bureau. De plus, Preston, un procès nécessiterait d'ouvrir l'historique financier de votre SARL au tribunal. Le fisc serait très intéressé de savoir que vous avez utilisé des prêts personnels pour financer une entreprise qui ne déclare aucun revenu tout en réclamant d'énormes déductions de style de vie. Je vous déconseille fortement d'attirer l'attention juridique sur vos habitudes financières. Preston s'effondra dans sa chaise, laissant tomber l'acte sur la table. Il mit sa tête dans ses mains, ses doigts tirant sur ses cheveux. Daphné éloigna sa chaise de lui, se distançant physiquement du navire en perdition. La loyauté entre ces deux-là avait toujours été basée sur les limites de crédit, et la limite venait d'être atteinte. Je me suis levé de ma chaise. J'ai boutonné mon manteau lentement, laissant la réalité de leur destruction mariner dans la pièce silencieuse. Voici ce qui va se passer maintenant, dis-je, ma voix résonnant d'une autorité totale. Le fils invisible était mort. J'étais le propriétaire, la banque et le juge, tout en un. J'ai d'abord regardé Daphné. Daphné, tes cartes de crédit secondaire ont été annulées. Les grands magasins ont été prévenus. Je te suggère de commencer à retourner tous ces vêtements coûteux parce que les agences de recouvrement vont commencer à appeler d'ici vendredi. Daphné ne m'a pas regardé. Elle fixait le mur d'un air vide, des larmes de pure humiliation coulant sur son visage. Je me suis tourné vers Preston. Preston, le financement de la SARL est définitivement terminé. Tu as exactement 4 jours pour trouver comment payer le leasing de ce VUS de luxe où ils vont le remorquer hors de ton allée.
Il est temps de trouver un vrai travail. Enfin, j'ai regardé ma mère. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'en entrant dans la pièce. L'arrogance avait disparu, remplacée par une peur désespérée et creuse. Maman, dis-je, en gardant mes émotions complètement sous contrôle. Je ne vais pas te mettre à la rue. Malgré ce que tu as fait, je ne suis pas un monstre. Mais tu ne vivras plus dans ce manoir à mes frais. Anne et ses properties met la maison en vente lundi prochain. Nous t'avons trouvé un petit appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Le loyer est bon marché et il est à distance de marche d'une épicerie. Tu as 30 jours pour faire tes cartons. Nolan, s'il te plaît, sanglota ma mère, de vraies larmes coulant enfin. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tous mes amis vivent dans ce quartier. Où vais-je mettre mes meubles? Je ne peux pas vivre dans un minuscule appartement. C'est embarrassant. Tu as traité ma femme de plouc de caravane, lui ai-je rappelé, la glace revenant dans ma voix. Voyons à quel point tu aimes vivre avec un budget quand c'est toi qui paies les factures. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers les lourdes portes en chêne. Nolan, cria ma mère, un son de désespoir absolu. Je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans le couloir et je l'ai refermée fermement derrière moi. Le clic lourd du loquet a sonné comme le point final d'un très long, très douloureux chapitre de ma vie. Je suis sorti du bâtiment et j'ai respiré l'air froid de l'hiver. Et pour la première fois en 27 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Les retombées au cours des semaines suivantes ont été rapides, brutales et entièrement prévisibles. Lorsque vous construisez une dynamique familiale sur des fondations de mensonges et de dépendance financière, tirer le tapis ne provoque pas seulement un trébuchement, mais un effondrement structurel complet. Le mariage de Preston et Daphné n'a même pas survécu au mois. Sans mon argent pour garnir leur compte en banque, la laide vérité de leur relation a fait surface. Daphné a demandé le divorce au moment où le VUS en leasing de Preston a été saisi de leur aller au milieu de la nuit. Elle a emballé ses sacs de marque restants et est retournée vivre chez ses parents, jouant bruyamment la victime auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Preston a été contraint d'abandonner sa fausse start-up technologique. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Gideon, l'enfant chéri avait pris un emploi de vendeur d'assurance dans un open space en périphérie de la ville, essayant de se sortir agressivement d'une montagne de dettes personnelles. Il a cessé de m'appeler. Il savait qu'il n'y avait plus rien à en tirer. Quant à ma mère, la réalité l'a frappé le plus durement. L'avis d'expulsion de 30 jours que je lui avais remis au bureau de l'avocat n'était pas un bluff. Elle a passé les 2 premières semaines à appeler tous les parents que nous avions, jouant le rôle de la matriarche abusée et abandonnée. Tante Fiona a tenté d'organiser une intervention familiale. Mais lorsque j'ai envoyé à Fiona une copie des feuilles de calcul financières détaillant exactement combien j'avais subventionné la vie de ma mère, l'intervention a été brusquement annulée. Personne d'autre dans la famille ne voulait prendre en charge une facture aussi énorme, alors ils lui ont offert des pensées, des prières et des excuses. Le 28e jour, elle a déménagé. Clara et moi ne l'avons pas aidée à faire ses cartons. J'ai engagé une entreprise de déménagement pour emballer ses affaires essentielles et les transporter dans le petit appartement d'une chambre que je lui avais trouvé. L'immense table à manger en acajou où elle avait giflé ma femme a été vendue aux enchères, ainsi que la plupart de ses meubles chers et prétentieux. Quand la poussière est enfin retombée, ma vie est devenue incroyablement calme. Et dans ce calme, j'ai réalisé quelque chose de profond sur la femme que j'ai épousée. Un soir, j'étais assis sur la terrasse arrière avec Clara, une couverture enroulée autour de nos épaules alors que nous regardions les derniers vestiges de la neige hivernale fondre dans le jardin. Je l'ai regardée, m'attendant à voir un sentiment de triomphe vengeur. Elle avait tout à fait le droit de jubiler. Les gens qui l'avaient tourmentée pendant une décennie étaient complètement ruinés, et elle était la copropriétaire de l'entreprise qui possédait leur ancien château. Mais Clara n'avait pas l'air triomphante. Elle avait juste l'air paisible, et peut-être un peu triste. « Ça va ?» ai-je demandé, en resserrant la couverture autour d'elle. Elle a posé sa tête contre mon épaule et a soupiré doucement. « Ça va. C'est juste. J'ai de la peine pour eux, Nolan. » J'ai légèrement ricané, en secouant la tête. « De la peine pour eux, après tout ce qu'ils t'ont fait? Après ce que Daphné a dit, après que ta mère t'a giflé. » Je n'ai pas dit que je leur pardonnais, a clarifié Clara en tournant son visage pour me regarder. J'ai dit que j'avais de la peine pour eux. Pense-y. Toute leur identité, tout leur sentiment d'estime de soi était lié à des choses qu'ils n'avaient même pas gagnées.
Une grande maison, des vêtements chics, des abonnements au country club. Quand tu as enlevé l'argent, il ne leur restait plus rien. Même pas les uns les autres. Daphné a quitté Preston immédiatement. Ta mère n'a pas de vrais amis, juste des gens qui aimaient sa maison. C'est une façon de vivre pathétique. Je la fixais avec admiration. Elle était là, la femme qu'ils avaient sans cesse moquée pour avoir grandi dans un parc de mobile homes, affichant un niveau de richesse émotionnelle et de grâce qu'ils ne pourraient acheter avec tout l'argent du monde. Ils pensaient que Clara était bon marché parce qu'elle faisait des cadeaux faits à la main. Ils n'ont jamais réalisé que la force de Clara était forgée dans la réalité, tandis que leur supériorité était construite sur une illusion fragile. Tu es incroyable. Tu le sais ça, ai-je murmuré en embrassant le sommet de sa tête. Je suis juste réaliste, a-t-elle souri doucement. Et je suis vraiment contente que tu aies enfin fixé une limite. Les liens du sang ne donnent pas aux gens le droit de t'utiliser comme un paillasson. Elle avait raison. Le mensonge le plus toxique que la société nous vend est que la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. On nous apprend à endurer les abus, la manipulation financière et le manque de respect simplement parce que nous partageons le même ADN. Mais le sang n'est qu'un fait biologique. Ce n'est pas un laissez-passer pour la cruauté. Fixer une limite n'est pas un acte d'agression. C'est un acte d'auto-préservation. J'avais passé toute ma vie d'adulte à m'immoler par le feu pour garder ma mère et mon frère au chaud, et ils s'étaient plaints de la fumée. J'en avais fini de m'excuser de protéger ma paix. J'en avais fini de financer mon propre manque de respect. Mais l'histoire ne s'est pas simplement terminée avec une porte claquée et un compte en banque coupé. Parce que dans la vraie vie, les fantômes de notre passé ont une drôle de façon d'essayer de frapper à la porte, une dernière fois. Le printemps est arrivé en Ohio, balayant le froid glacial et remplaçant les paysages gris et morts par des vers vifs et des fleurs épanouies. Notre entreprise de maintenance commerciale était en plein essor, surtout depuis que je ne saignais plus de capital pour soutenir un faux style de vie aristocratique. Un dimanche après-midi paresseux, j'étais assis dans le salon avec Hazel. La porte vitrée coulissante était ouverte, laissant entrer une brise chaude. Hazel était assise en tailleur sur le tapis, entourée d'une petite flaque de colle à bois, de minuscules pinceaux et de papier de verre. Dans ses mains se trouvaient les morceaux cassés de la petite décoration de maison en bois. La même décoration que Daphné avait négligemment fait tomber de la table. La même décoration qui avait déclenché l'effondrement de toute notre famille élargie. J'avais gardé les morceaux dans ma poche cette nuit-là et les avais ensuite mis dans une petite boîte sur mon bureau. Hazel les avait trouvés quelques jours plus tôt et avait demandé si nous pouvions la réparer. « Tiens le morceau de toit juste là, papa » m'a ordonné Hazel, sa langue sortant du coin de sa bouche en profonde concentration. J'ai placé mes grands doigts sur la minuscule tuile en bois, la maintenant fermement contre le cadre pendant que la colle séchait. C'était un processus méticuleux et lent. Le bois s'était fendu en heurtant la table en marbre, et peu importe avec quel soin nous le recollions, les fissures restaient visibles. Elle ne serait plus jamais parfaite. Mais en y travaillant, j'ai réalisé que la rendre parfaite n'était pas le but. Le but était qu'elle soit toujours là, debout. Hazel rayonnait, essuyant une tache de colle sur son pouce. Elle posa la petite maison en bois sur la table basse. Les noms gravés, Preston et Daphné, étaient partiellement obscurcis par la fissure dans le bois, mais la maison elle-même était à nouveau entière. Elle a l'air solide maintenant, comme si elle avait survécu à une tempête. C'est certain, ma chérie, ai-je souri, sentant une boule se former dans ma gorge. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Tu as fait un excellent travail. Alors que Hazel s'enfuyait pour se laver les mains de la colle, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Je me suis approché et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. L'identifiant de l'appelant était un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois, mais je l'ai reconnu instantanément. C'était le nouveau numéro de téléphone portable de ma mère. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Je suis resté dans la cuisine silencieuse, fixant le petit point de notification rouge sur l'écran, un lourd sentiment d'appréhension s'accumulant dans mon estomac. J'ai appuyé sur lecture, en mettant le téléphone sur haut-parleur. La voix qui est sortie du haut-parleur n'appartenait pas à la femme arrogante et venimeuse qui avait commandé la salle à manger la veille de Noël. C'était une voix petite, fragile, incroyablement vieille. « Salut, Nolan », la voix de ma mère tremblait à travers le grésillement. « C'est maman. Je sais que tu n'écouteras probablement pas ça.
Je sais que tu me détestes et tu as tout à fait le droit de le faire. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre prendre une respiration saccadée. L'appartement est calme, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant légèrement. J'ai eu beaucoup de temps pour m'asseoir ici et réfléchir. Sans la maison, sans l'argent, sans le country club, j'ai réalisé que je n'ai absolument rien à montrer de ma vie. J'ai chassé le seul fils qui se souciait réellement de moi. J'ai blessé une femme qui n'a jamais essayé que d'être gentille avec moi, et j'ai terrifié ma seule petite fille. Une autre pause. Je pouvais l'entendre pleurer doucement dans le récepteur. Je n'appelle pas pour demander de l'argent, Nolan. Je te le jure, je me débrouille. J'appelle juste parce que je suis si incroyablement désolé. J'ai tellement honte de qui j'étais. Je sais que des excuses ne réparent pas ce que j'ai cassé. Mais si toi et Clara pouviez un jour trouver dans vos cœurs. J'aimerais juste m'asseoir, la regarder dans les yeux, et lui présenter les excuses qu'elle méritait il y a 10 ans. S'il te plaît, pense-y. Au revoir. Le message vocal s'est terminé par un doux clic. Je suis resté longtemps dans la cuisine, le silence de la maison m'enveloppant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Clara dans le jardin, riant alors qu'elle poursuivait Hazel avec un tuyau d'arrosage, le soleil captant la joie vive et authentique sur leur visage. C'était mon monde. C'était ma paix. J'ai de nouveau regardé la petite maison en bois posée sur la table basse. Elle était recollée, mais la fissure profonde et dentelée courait en plein milieu. On pouvait réparer la structure, mais on ne pouvait jamais effacer le souvenir de l'impact. Certaines blessures guérissent proprement. Une certaine confiance est brisée pour toujours, tout comme le bois entre les mains de ma fille. Une personne toxique qui perd tout pourrait juste être désolée de s'être fait prendre, ou elle pourrait être vraiment humiliée par sa propre destruction. Mais est-ce mon travail de prendre ce risque et de le découvrir? Est-ce juste de ramener cette énergie dans la vie de ma femme? Même si ma mère est sincèrement repentante, j'ai toujours ce message vocal sauvegardé sur mon téléphone. Je l'écoute parfois, luttant contre la culpabilité qui m'a été programmée dans l'enfance, luttant contre le féroce instinct de protection d'un mari et d'un père. Alors, je vous pose la question. Dites-moi, Reddit, si vous étiez à ma place, regardant votre belle famille et tenant les morceaux recollés de votre passé, la laisseriez-vous un jour revenir dans votre vie? Suis-je le méchant si je dis non et que je garde la porte fermée en permanence? Veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien me permet de partager ces histoires et aide les autres à réaliser qu'ils n'ont pas à souffrir en silence. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous et continuons la conversation.